Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, le conducteur de la voiture qui a percuté le tram vendredi dernier s'était immolé avant la collision près de la place Jean Jaurès. Comment le groupe Keolis forme-t-il ses chauffeurs à faire face à une telle situation? Quelle est leur politique en matière de sécurité? Philippe Briand à la tête de Tourplus, sans surprise. L'installation du conseil communautaire de l'Agglo s'est tenue samedi matin, mais le maire de Saint-Cyr-sur-Loire n'a pas recueilli la totalité des suffrages. La fin des illusions pour Olivier Pantaloni et Jean-Marc Ettori, en colère, vous le verrez, après la défaite du club de Buzyn face à Créteil vendredi soir. Bonsoir à tous. Le PS d'Indre-et-Loire interpelle le nouveau maire UMP de Joué-les-Tours. Monsieur Ogis, quelle est votre vérité? Voici les premiers mots de ce communiqué de presse qui nous est parvenu aujourd'hui. La fédération du Parti socialiste demande des explications au nouveau maire au sujet du tract de l'Entre-deux-Tours qui accusait Philippe Le Breton, l'ancien maire, d'imposer la théorie du genre dans les écoles jocondiennes. Samedi matin, Philippe Le Breton a porté plainte contre X pour diffamation dans cette sombre affaire du tract. Un tract dont Frédéric Ogis nie être l'auteur. Romain Delville. Les électeurs de Joué-les-Tours vont-ils revoter pour des élections municipales? Après la victoire par 206 voix de l'UMP Frédéric Ogis sur le socialiste Philippe Le Breton, après la découverte d'un tract d'Entre-deux-Tours diffamatoire sur le maire sortant et dont le vainqueur nie être à l'origine, après la protestation électorale engagée devant le tribunal administratif par 4 électeurs de gauche, Philippe Le Breton a décidé de porter plainte pour diffamation suite à la diffusion du tract. C'est une plainte inconnue contre X pour le tract que j'ai découvert le vendredi 28 mars, c'est-à-dire 2 jours avant l'ouverture du scrutin du deuxième tour, et qui m'accusait en tant que maire d'avoir mis la loi du genre au programme d'une école à Blottery et avec une extension à venir sur les autres écoles de la Rabière, ce qui est à la fois une véritable calomnie et des propos tout à fait mensongers, d'une part parce que la loi du genre n'existe pas et d'autre part parce que le maire n'intervient pas dans les programmes pédagogiques. Au PS, la demande est claire, il faut que la deuxième ville d'Indre-et-Loire revote, car le tract mis en cause a, selon le premier secrétaire fédéral, tronqué l'issue du vote, en particulier dans les quartiers visés par le tract. Au départ, le tract dont tout le monde a reconnu qu'il avait circulé entre les deux tours n'était pas de lui, mais en même temps nous avons appris il y a quelques jours l'existence d'un courrier qu'il avait reconnu comme l'ayant signé, qui retraçait la plupart des éléments que l'on retrouvait dans le tract, et ce courrier le reconnaissait, ce qui fait que depuis le tract aurait pu être fait dans son entourage à l'insu de son plein gré, si je puis dire. Je crois qu'aujourd'hui, pour l'ensemble des Jocondiens, il y a besoin de clarté dans cette affaire. Frédéric Ogis, de son côté, a décidé qu'il ne portait pas plainte pour usurpation d'identité sur le tract, par exemple, et n'accordera pas d'interview avant la décision des juges administratifs, jugement qui devrait être rendu d'ici l'été. S'il y a nouveau vote, il interviendra à l'automne. Sans surprise, Philippe Briand à la tête de Tourplus. L'installation du conseil communautaire de l'Agglo s'est tenue samedi matin, mais le maire de Saint-Cyr-sur-Loire n'a pas recueilli la totalité des suffrages. 46 votes pour et 8 votes blancs, contrairement à son prédécesseur Jean Germain en 2008. Par ailleurs, Ballan et Luynes ont fait leur entrée dans le cercle des vice-présidents de Tourplus qui passe de 8 à 10. Un mot d'ordre, consensus. Romain Delville. Ce premier conseil communautaire post-élection municipale, c'était l'occasion d'y découvrir pour la première fois depuis la création de Tourplus un autre président que Jean Germain. Après les victoires de la droite à Tours, Joué, Fondette et Ballan, Philippe Briand, député maire de Saint-Cyr, a pris la place. 46 votes pour, 8 votes blancs. Et puis après arrivent des sujets, et ces sujets, ils ne sont pas forcément politiques. Qui de droite ou de gauche ne voudrait pas créer de l'emploi aujourd'hui? Qui de droite ou de gauche ne veut pas faire venir d'entreprises aujourd'hui? Qui de droite ou de gauche ne veut pas que le périphérique se termine à un moment ou à un autre? Donc nous avons des enjeux qui sont des enjeux partagés. Et c'est l'envie de faire avancer cela qui doit prédominer aujourd'hui. On a reconstitué un bureau à l'identique de ce que nous avions fait du temps de Jean Germain, c'est-à-dire un bureau où tous ces maires sont représentés. Pour la première fois, donc, la gauche n'a plus les rênes de l'Agglo. Et Marie-France Beaufils, sénatrice maire communiste de Saint-Pierre et troisième vice-présidente en charge des équipements sportifs, a demandé que les dossiers en cours soient rediscutés pour voir si le consensus d'hier était toujours d'actualité. Une autre première, l'arrivée de jeunes nouveaux maires au conseil communautaire. À gauche, il y a le Larichois Wilfried Schwartz, élu 6e vice-président.
des fois eu un petit peu de déficit dans la précédente mandature. À droite, il y a Alexandre Chasse de Ballan, 9e vice-président aux ressources humaines, et puis Cédric de Oliveira, maire de Fondette, 7e vice-président de Tourplus, en charge du rayonnement culturel, à 27 ans. En tant que maire d'une commune comme Fondette, une commune de pratiquement de 11 000 habitants, c'est de soutenir les projets principaux de la commune. Déjà, je pense à la priorité numéro 1 que j'avais défendue pendant la campagne, c'est le développement économique. C'est créer les emplois de demain. On a pratiquement 70 hectares à l'entrée du périph'. L'objectif, c'est de faire venir de nouvelles entreprises, de créer de l'emploi, parce qu'on sait qu'au niveau national, ça penche énormément. Donc c'est peut-être au niveau des collectivités qu'on pourra créer une vraie véritable impulsion donc demain pour créer les emplois de demain. Fin des unanimités de consensus, fin de la présidence historique du maire de Tours. Serge Babary est premier vice-président en charge du développement économique. Arrivé en force de la droite, c'était le conseil d'installation des premières fois et l'occasion pour Philippe Briand et le vert Emmanuel Denis de faire connaissance. Pour parler de quoi? Du virage NASCAR. Maryse Couillard, élue maire de Chenonceau, la commune d'un peu plus de 300 habitants a enfin un maire. Maryse Couillard était candidate de l'opposition. Le 4 avril, personne ne s'était encore déclaré. Souvenez-vous, la tête de liste de la majorité n'avait pas été élue à l'issue des élections municipales. On en sait un peu plus ce soir sur le drame survenu en fin de semaine dernière. Le conducteur de la voiture qui a percuté le tram vendredi dernier s'était immolé avant la collision près de la place Jean Jaurès. La voiture aurait pris feu une vingtaine de mètres avant d'atteindre la ligne de tram. Le médecin urgentiste qui sortait de prison avait séquestré son ex-compagne toute la nuit de jeudi à vendredi dans un bois près du crématorium d'Èvres. Elle avait réussi à s'échapper le vendredi matin quelques heures avant le suicide de son ancien compagnon. Et puis le chauffeur du tramway lui a rencontré son médecin ce matin après s'être rendu aux urgences. Vendredi dernier, dans l'après-midi, quelques heures après le drame, un homme d'une cinquantaine d'années et un conducteur expérimenté. Comment le groupe Keolis forme-t-il ses chauffeurs à faire face à une telle situation? Quelle est leur politique en matière de sécurité et le dispositif à mettre en place? Ce matin, la mairie de Tours organisait une réunion où participaient Keolis, la police et les sapeurs-pompiers. Agnès Michaud. Les conducteurs du tramway ont tous suivi une formation initiale pendant plus de 3 semaines, au cours desquelles on leur a enseigné les procédures spécifiques en cas de collision. Oui, mais voilà, une fois en situation, il n'est pas toujours facile de garder son sang-froid. Pourtant, vendredi, malgré la violente collision et les flammes, le chauffeur de la rame accidentée y est parvenu, ce qui a permis au poste de contrôle centralisé, le PCC, de lancer les interventions au plus vite. Il a très clairement appelé le PCC tout de suite, il a mis en sécurité sa rame de tramway et il a permis l'évacuation des voyageurs. Donc oui, le conducteur a très bien réagi sur l'événement, sur un accident de cette ampleur. Un accident de niveau 3, soit la classification maximale, le premier d'une telle ampleur qu'est connu le tramway de Tours. Dans l'heure qui a suivi la collision, Keolis a donc souhaité communiquer à tous ses salariés. Les conducteurs ont été surtout surpris, interloqués, ne comprenaient pas ce type d'accident. Par contre, on le sait, dans notre métier de transport public, le risque zéro n'existe pas. Donc chaque conducteur relativise et agit en tant que professionnel. Distance de freinage rallongée et impossibilité de tourner pour éviter l'obstacle. La conduite d'un tramway nécessite une attention de tous les instants. Et si le risque zéro n'existe pas, Tours reste bon élève en termes d'accidentologie. On a connu un nombre d'incidents depuis le démarrage de la ligne de tramway plutôt plus faible que les mêmes villes, que les villes de taille comparable qui ont mis en service un tramway. Néanmoins, il faut rester vigilant puisqu'on constate encore un nombre important de voitures, de conducteurs qui franchissent des feux clignotants à des carrefours et qui sont du coup au risque fort d'accident. Une seule règle à retenir donc pour les Tourangeaux, feu clignotant, arrêt obligatoire. Le tram à Tours est encore obligé d'effectuer environ 2 freinages d'urgence par jour à cause des voitures ou des piétons distraits. Le groupe ERDF recrute 110 personnes en région centre cette année, dont 74 en CDI et les autres en alternance dans tous les départements, soit 10 postes dans l'Indre, 12 en Loire-et-Cher et 28 en Indre-et-Loire. L'entreprise, qui compte 1500 salariés dans la région, propose majoritairement des postes de techniciens d'intervention réseau, de techniciens d'intervention clientèle et des chargés d'affaires réseau. À Richelieu, un âne retrouvé mort, un autre jeté dans les douves. Les animaux du cirque Zavata ont été la cible d'actes particulièrement violents dans la nuit de samedi à dimanche. Les explications de Florent de Brito. Comme tous les matins, l'équipe du cirque Zavata vient nourrir ses animaux parqués près du chapiteau. Mais ce dimanche matin, un chameau et 2 ânes manquent à l'appel.
Si le chameau est récupéré 800 mètres plus loin sain et sauf, un peu plus tard, c'est la macabre découverte. L'un des ânes est retrouvé près du campement. La bête est morte. L'équipe du cirque retrouvera ensuite l'autre âne dans l'eau des douves de la ville. Il a fait une chute de 4 mètres. Celui-ci, on a eu la chance de le retrouver. Il était recouvert d'eau donc jusqu'à ce niveau-là. Il a réussi à se maintenir la tête à l'extérieur de l'eau. Il a pris appui sur, comme il y avait des petites estrades de bois, il a pris appui avec sa tête sur ces estrades de bois. D'après les premières constatations, les malfaiteurs auraient fracassé le crâne de l'animal à coups de barre de fer. Difficile de boucler l'enquête dirigée par les gendarmes de Sainte-Maure-de-Touraine, puisqu'aucun bruit n'a alerté l'équipe du cirque ce week-end. Chez Zavata, c'est la stupeur. De les perdre d'une façon si violente, de se les faire tuer par des jeunes qui font ça juste pour s'amuser, pour nous ça nous choque vraiment et puis c'est vraiment dégoûtant, c'est écœurant. Seules quelques bouteilles vides ont été retrouvées sur place. On pense manifestement à une soirée trop alcoolisée qui aurait mal tourné. Près de 1000 personnes ont participé au rassemblement antinucléaire à Chinon ce week-end. La marche Fuku-Chinon, les forces de l'ordre avaient d'ailleurs déployé des moyens importants pour l'événement. Un dispositif en fait beaucoup trop ambitieux. Romain Delville. Fuku-Chinon, c'était un village d'exposants organisé par la délégation indre-et-loire de sortir du nucléaire. Mais c'était dans l'après-midi une manifestation pour demander la réduction, voire l'arrêt du nucléaire en France. Environ 1000 personnes y ont participé. Pour moi, il faut fermer maintenant. Il y a des réacteurs qu'il faut fermer tout de suite, donc qui sont plus opérationnels. Bon, on arrête et puis surtout on arrête le PR qui va continuer, qui va prendre des millions pour les gens de la France et puis voilà, puis mettre l'argent ailleurs. Mais ce qui marquait samedi dans les rues de Chinon, c'était le déploiement des forces de l'ordre. 400 gendarmes et 500 CRS, un dispositif hors du commun pour les manifestants comme pour l'organisation. On était à Notre-Dame-des-Landes et on voit qu'ici, on a remis à peu près le même nombre de policiers et puis qu'il n'y a aucun risque. La plupart des gens qui viennent ici, c'est des pacifistes. On n'est pas là pour casser du CRS. On ne voit même pas sur quoi c'est construit, quoi. C'est ça. Il n'y a pas d'argument, même on a été sur surveillance, etc. On n'a aucun argument, aucun courriel, aucun système média qui permettait d'évaluer autre chose que ça, quoi. Donc on est content parce que finalement on a le nombre qu'on avait prévu, tout a marché bien parce qu'on est dans ce qu'on a organisé. Voilà. Un village à taille humaine, des conférences, du Breiscola, des drapeaux verts. Les organisateurs étaient heureux d'accueillir 2000 visiteurs sur leur mini-village. Mais les autorités avaient surévalué la mobilisation des antinucléaires comme un syndrome Notre-Dame-des-Landes. On passe au sport. La fin des illusions pour Olivier Pantaloni et Jean-Marc Ettori après la défaite du club de Buzyn face à Créteil vendredi soir. Andy Delors a marqué sur pénalty à la fin du match, mais le Tour FC semble condamné à rester en Ligue 2 une saison supplémentaire. Bastien Mathieu. Cette fois, les espoirs de montée semblent bien envolés pour le Tour FC, que ce soit les joueurs, l'entraîneur ou même le président. Tous ont arrêté d'y croire. C'est la fin de toutes les illusions. Ça, c'est une chose est sûre. Voilà, donc maintenant, la formule, c'est on va essayer de finir la saison le mieux possible, le plus haut possible. La frustration, je pense qu'elle est de mon côté. Je ne sais pas si en face il y a de la frustration. De mon côté, oui. Beaucoup de frustration. C'était possible, c'était faisable, c'était facile. Mais bon, non, mais c'était possible, c'était facile. Bon, ils n'avaient pas envie, qu'est-ce que je disais plus. Des mots forts pour un homme qui aura vraiment cru en l'exploit de ses joueurs, mais la défaite de Créteil est de trop. Sur les 2 matchs à domicile avec celui d'Auxerre, Tours n'a pris qu'1 point sur 6 possibles quand ses adversaires directs ont eux continué d'engranger, laissant le TFC sur le bas-côté. On a eu une équipe qui avait une énorme envie, une autre qui n'avait pas les moyens de rivaliser ce soir et voilà, c'est dommage. Pourtant, mathématiquement, le TFC pourrait encore accrocher la 3e place puisqu'elle n'est qu'à 4 points du podium en attendant le match en retard de Caen. Mais trop d'équipes ont pris le large. Surtout, les joueurs semblent avoir lâché et sont tout simplement à court physiquement. À aucun moment on a su trouver la solution pour leur poser vraiment plus de problèmes, pour les mettre en difficulté. Donc c'est vrai que le résultat semble assez logique.
Difficile de trouver un objectif désormais pour le Tours FC qui va finir la saison en roue libre. Dommage quand on sait qu'il restera de beaux matchs à jouer avec notamment des déplacements à Metz ou à Caen. Des rencontres qui pourront servir à préparer la saison prochaine. Nous allons faire des choix. Je vais m'en occuper personnellement. Il est vrai que Jean-Marc Ettori aura cette fois tout son temps pour préparer l'année prochaine, une année de plus en Ligue 2. Et en revanche, c'est plus brillant pour le TVB qui a gagné 3-7-0 contre Nantes en quart de finale aller. Match retour prévu mercredi. Si les Tourangeaux gagnent, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Dans le cas contraire, le match d'appui aura lieu à Tours samedi. Et puis on termine ce journal avec ces images de l'ADA Blois qui s'est incliné 69-76 face à Bordeaux à domicile ce week-end. C'est donc la fin de 6 victoires consécutives pour les Blésois qui se sont écroulés dans le 3e quart-temps, encaissant un sévère 34-8. Cependant, l'ADA Blois conserve sa 8e place au classement et reste dans la course des playoffs. Prochain match contre Quimper. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Thibaut Coulon, le conseiller municipal à la ville de Tours. A tout de suite.